15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition de ce lundi, donc 23 octobre 2017. Voici les titres. Le chef de l'État reçoit une délégation d'hommes d'affaires français. Et Burkina a tourné donc des membres du Conseil de sécurité dans les pays du Sahel. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce lundi à la présidence de la République les lettres de créance de 4 nouvelles ambassadeurs accrédités à Djibouti. Il s'agit de l'ambassadrice de la République unie de Tanzanie, Madame Némi Aziz, de la République de Zambie, Suzanne Sikaneta, de l'ambassadeur de Pologne, Alexander Kropuniki, et enfin de l'ambassadeur de Chili, Jaime Shomali. Tout d'abord, l'ambassadeur de Tanzanie, Néma Aziz, a présenté ses lettres de créance à l'accréditant donc en qualité d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire en République de Djibouti. L'ambassadrice de Zambie, Suzanne Sikaneta, a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadrice de Zambie en République de Djibouti. Et dans son mot, elle a souligné donc la volonté de son pays de poursuivre les relations bilatérales et le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité qui lient les peuples zambiens et djiboutiens. Excellency, I have the greatest honor and greatest pleasure on behalf of my President and the people of Zambia and on my own behalf to present to you this morning the credentials whereby my President has accredited me Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to this great Republic of Djibouti. It is my greatest pleasure and honor to present the same to you. Et ensuite, l'ambassadeur de la République de la Pologne, Alexander Kropuniki, a présenté donc ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne en République de Djibouti. We can see opportunities to make our ties even closer in terms of economic cooperation, development cooperation, and also political cooperation. We know that Djibouti has been very active in terms of political stability in the region, sometimes called the Horn of Africa. I had the opportunity to observe your participation in the AMISOM mission in Somalia. This is only one example of your activity. Your Excellency, I am very glad. I look forward to our future cooperation. De la République de Chili, donc Jaime Shomali, a présenté également ses lettres de créance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Chili en République de Djibouti. De vous remettre les lettres de créance par lesquelles la présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet, m'accrédite auprès de votre Excellence comme ambassadeur du Chili.
Sujets d'intérêt commun ont été abordés au cours de ces rencontres. Le président de la République a souhaité la bienvenue donc aux nouveaux ambassadeurs et n'a pas manqué de leur souhaiter plein succès dans l'accomplissement de leur mission. Et tout sera mis en œuvre pour vous permettre de trouver auprès du gouvernement et des autorités djiboutiennes tout le concours nécessaire à la réalisation de vos tâches, a ajouté le chef de l'État. Ont assisté à la cérémonie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf et la conseillère diplomatique du président Fathia Jama Oudine. Et après le ballet diplomatique avec la réception de 4 lettres de créance des ambassadeurs de Tanzanie, Zambie, Pologne et Chili, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a reçu dans la foulée ce matin une importante délégation d'hommes d'affaires français. Cette délégation conduite par Étienne Giraud, membre du Conseil français des investisseurs en Afrique. Et durant les discussions, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, dont la situation des entreprises françaises à Djibouti. Cette délégation est forte de 4 membres et le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf, le secrétaire général de la présidence Mohamed Abdullahi Waïs et les conseillers en communication de la présidence ont assisté à la rencontre. Et après la rencontre avec le chef de l'État, M. Étienne Giraud, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, a répondu aux questions de notre collègue Tariq Morouri sur l'objectif de la rencontre et les sujets abordés avec le président Guelleh. Nous l'écoutons. Nous avons abordé les sujets économiques et essentiellement celui de la présence des entreprises françaises à Djibouti. Et notre séjour ici a été organisé pour manifester le fait que les entreprises françaises ne se désintéressent pas de Djibouti et au contraire essayent d'entrer dans une nouvelle ère de collaboration et de présence ici. Alors pour cela, il faut avoir des projets utiles pour l'économie djiboutienne et rentables pour les entreprises. Et nous avons aussi trouvé lors de ce séjour la possibilité de nouer des partenariats avec des entreprises djiboutiennes. Plutôt des activités dans des domaines que tous les Djiboutiens connaissent, qui sont il y a des progrès à faire encore. L'énergie, la logistique, peut-être un peu de tourisme, l'agro-industrie. Voilà des secteurs où les entreprises françaises ont un savoir-faire particulier, une grande expertise qui est reconnue au niveau mondial. Et nous pouvons pour cela trouver des financements pour développer des activités rentables et en partenariat. Après la région Assadjouk, c'est à Okar que le ministre de la Santé, Dr Jama El-Maouki, a clôturé hier sa tournée dans les régions. Le ministre avait lancé cette tournée dans le cadre de la concertation nationale sur la santé, 5e et dernière étape donc de son long périple au cours duquel le ministre de la Santé avait engagé des débats et des discussions avec les populations locales. La population de Dikil, région symbole de l'unité nationale, s'est mobilisée donc pour participer à cette conférence débat autour d'un thème important. Et en effet, à l'instar des autres régions, la population de Dikil a également réservé un accueil digne à l'arrivée donc du ministre de la Santé, Dr Jama El-Maouki, et de sa délégation. Le préfet Mohamed Chiro, le président du conseil régional Abdelrahman Younis et les élus locaux étaient à la tête donc des personnes venues souhaiter la bienvenue au ministre. A noter que le sultan Habib Boko était aussi présent pour souhaiter personnellement la bienvenue au ministre de la Santé. Outre les hauts cadres de son département, le ministre de la Santé était accompagné par plusieurs parlementaires originaires de la région de Dikil, avec à leur tête le doyen Roulé Kiflé Ahmed, pour participer donc aux discussions citoyennes avec la population. Et c'est donc dans une ambiance de fête, de danse et de chant que le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, et sa délégation ont regagné l'emplacement aménagé dans l'enceinte de la préfecture pour accueillir la conférence débat. La rencontre a rassemblé une grande foule dont une partie a fait le déplacement depuis des localités éloignées comme Sankara
Mankal, Gorabous, Mouloud, As'ila ou encore Yoboki. Ils ont pris part à ce dialogue initié par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié. En sa qualité de doyen des parlementaires, le député Ougoulé Kiflé a salué dans cette initiative inédite qui sollicite l'implication de la population locale dans la réflexion autour du système de santé de leur région. Au cours du débat qui a suivi, plusieurs intervenants se sont succédés au micro pour poser leurs questions sur les sujets en lien avec le système de santé. Les participants ont donc formulé leurs attentes, leurs propositions qui, du point de vue général, allaient dans le sens de l'amélioration du système sanitaire local. Une fois les questions épuisées, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a répondu à chaque question posée en donnant des précisions et des éclaircissements sur les sujets abordés. Le ministre a affirmé avoir pris bonne note de toutes les doléances et de propositions réalistes donc, qui ont été exprimées par les Okarois en les assurant que leurs contributions seront partie intégrante des grands axes du prochain plan régional de développement sanitaire qui tient compte des spécificités géographiques, environnementales et socioculturelles et des profils épidémiologiques qui sont propres à la région de Dikil. Et avant de poursuivre, nous allons retrouver tout de suite l'appel à la prière de l'Asr. Nous nous retrouvons juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière de l'Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal.
Prononçant leur discours de bienvenue, le préfet Mohamed Cheikhou et le président du conseil régional Abdelrahman Younis, ainsi que le doyen des parlementaires Boulé Kiflé, ont rappelé donc brièvement le but de cette concertation populaire. Ils ont tous trois exprimé leur satisfaction pour une telle initiative inclusive et constructive. Et dans son discours, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a souligné que cette stratégie citoyenne constitue un vivier de propositions et de contributions d'idées sur lesquelles s'appuiera le département de la santé pour le renforcement d'un système de santé de la région. Le système à mettre en place doit être performant, accessible et équitable. Le ministre a en outre appelé la société civile à jouer son rôle prépondérant dans le contrôle de la chose publique, notamment dans le domaine de la santé, puisque la santé, c'est l'affaire de tous, a-t-il insisté. En prenant la parole, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Oukiye, a relaté donc sommairement les grandes réalisations de son département ministériel. Le ministre a ajouté que cet exercice de démocratie concertée à travers la participation de la société civile reflète parfaitement la ligne politique prônée et tracée par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de la Santé donc va par la suite rencontrer dans l'après-midi les membres des 4 comités locaux des annexes du parti RPP regroupant la fédération de Dikil. En effet, c'est en sa qualité de membre du comité exécutif et secrétaire national en charge de la société civile que le ministre de la Santé s'est entretenu donc avec une centaine de cadres locaux à raison de 25 personnes par annexe issues de l'annexe de Dikil, l'annexe de As'ila, de Mouloud et enfin de l'annexe de Yoboki. En prenant la parole, le président de l'annexe de Dikil, Mahad Hussein, a ouvert la rencontre en souhaitant de vive voix la bienvenue au secrétaire national chargé de la société civile et qui a eu la diligence donc de prendre de son temps précieux pour aller à la rencontre des cadres locaux du parti RPP. À noter la présence du président du conseil régional Abdelrahman Younis et des parlementaires à cette rencontre partisane dont le but s'inscrit dans une longue tradition du RPP et pour la promotion des échanges et de partage d'informations entre l'instance dirigeante du parti et la base. Les 4 présidents des annexes RPP de la fédération de Dikil ont tour à tour évoqué la situation qui prévaut dans leur structure en mettant en exergue les points saillants mais également les programmes d'action dans chacune des entités du parti RPP. Et pour sa part, le secrétaire national, Dr Jama Elmi, a confirmé l'importance de ces genres d'exercices de consultation périodique avec la base qui, a-t-il souligné, témoigne de la vivacité, de la popularité du parti RPP et qui ne démérite pas son titre de première formation politique du pays. Prenant bonne note des doléances formulées par les présidents d'annexe, le secrétaire national chargé de la société civile a promis de transmettre les doléances au comité exécutif du parti qui ne manquera pas d'y répondre dans les plus brefs délais. Il a en outre exhorté les cadres locaux à promouvoir l'adhésion des jeunes générations à travers l'enseignement et la transmission de ces principes fondateurs de la jeunesse du parti. Le secrétaire national a chargé les comités des 4 annexes de se préparer aux échéances électorales à venir et à intensifier les contacts avec les jeunes. Il a plaidé pour des actions de proximité soient menées pour soutenir la politique éclairée du président de la République. Également dans l'actualité, la capitale Mogadiscio sort peu à peu du traumatisme causé par le terrible attentat survenu le 14 octobre dernier et qui a fait au total près de 600 morts et blessés. Les médecins et spécialistes djiboutiens sont toujours sur place pour aider leurs frères et sœurs meurtris. Ali Abdillahi est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonjour Ali. Bonjour Alors, Ahmad. quelle est la situation sur place, Ali? Eh bien, dans le cadre de cette aide médicale que la République du Djibouti fournit aux Somaliens victimes de l'attentat tragique du 14 octobre, les médecins djiboutiens sont toujours à pied d'œuvre, comme vous les voyez sur les images, pour soigner les blessés. Rappelons que le gouvernement djiboutien a dépêché une trentaine de médecins de diverses spécialités pour répondre aux besoins urgents. Donc ces derniers ont pris en charge plusieurs personnes gravement atteintes lors de l'attentat. Cet attentat donc a fait près de 358 morts et autant de blessés. Djibouti a été l'un des premiers pays, Ahmad, à avoir dépêché cette mission d'assistance médicale. L'équipe médicale qui avait donc
été envoyée sur place avec plusieurs tonnes de médicaments et d'équipements hospitaliers. Elle s'est déplacée sur instruction du chef de l'État et avait été conduite par le ministre de la Santé en personne. Selon le ministre somalien donc de l'information, Abdurrahman Ousmane, qui a fourni les derniers chiffres de ce terrible attentat, le nombre de victimes s'élève à 642 personnes, soit 358 morts, 228 blessés et 56 disparus. C'est un chiffre vraiment énorme, Ahmed. 122 blessés ont été envoyés par avion en Turquie, au Soudan et au Kenya. Merci Ali pour toutes ces précisions. Il faut rappeler qu'hier même, au moins 8 personnes ont été tuées et 6 blessées quand une mine a explosé au passage d'un minibus dans le sud de la Somalie. Selon Ibrahim Abdoulay, responsable des services de sécurité, l'explosion a eu lieu à environ 30 km au nord de la capitale Mogadiscio. Cette route où a eu lieu l'explosion se trouve en zone contrôlée par les Shabab. Elle est rarement utilisée en raison de craintes pour la sécurité. En nouvelle nationale, une cérémonie de remise de galons a eu lieu donc aujourd'hui à la caserne des gardes-côtes. Cette cérémonie donc a été présidée par le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, en présence du colonel Waïs Omar Boghorre, chef de corps des gardes-côtes djiboutiens. Les principaux récipiendaires se sont vus donc remettre des galons pour service rendu à la nation. Il s'agit donc du capitaine Mohamed Adawa Mohamed, qui a été promu au grade de commandant en second des gardes-côtes. A été également promu le lieutenant Oubah Ismail, directrice administrative et financière, qui vient de passer au grade de capitaine, et enfin du sous-lieutenant Mohamed Idriss Ali, chef de la brigade de recherche et investigation, a été promu. Il passe au grade de lieutenant. Rappelons que les gardes-côtes ont pour mission d'assurer donc la surveillance des côtes, la lutte contre les trafics illégaux en tout genre en mer et là en mer également. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications reçoit une délégation du Bureau des Statistiques. Le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, a reçu aujourd'hui dans son cabinet le commissaire au plan chargé des statistiques, Amar Ali Saïd. L'objectif de la réunion était de tisser une coordination de travail pour actualiser toutes les données et les différents services qu'offre Djibouti Télécom au niveau national pour mieux favoriser la compétitivité de l'opérateur afin de mettre à jour les données pour les institutions du pays. Le ministre a remercié le commissaire au plan chargé de la statistique, Amar Ali Saïd, et le directeur des statistiques et des études démographiques pour avoir répondu favorablement à son appel. Objet la coordination pour la collecte des données statistiques relatives à tout ce qui concerne les télécommunications et plus particulièrement les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Nous nous sommes entendus à ce que Djibouti Télécom et la DISET, en collaboration avec le ministère des tutelles, travaillent en étroite collaboration pour collecter et fournir les informations les plus complètes possibles et les plus fiables possibles aux institutions internationales. C'est vrai que des fois on voit sur certains sites ou sur le net, même dans les réseaux sociaux, des données concernant les statistiques des Djibouti, de notre pays, pour la partie télécom, qui ne retracent pas tout à fait la réalité du terrain. C'est pourquoi, et je pense que c'était même l'objet principal de notre réunion, la collecte des données, soit au niveau de l'opérateur Djibouti Télécom, les différents réseaux, les différents services que nous offrons à la population, les tarifs que nous proposons aujourd'hui et les futurs tarifs qui seront mis en place dès 2018. Tout ça a été donc débattu et discuté.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, a lancé aujourd'hui les travaux d'un atelier de formation sur les ressources éducatives libres. Cet atelier de formation est soutenu par le bureau de l'UNESCO à Djibouti. Plusieurs officiels du MENFOP, dont les directeurs généraux du CRIPEN, du CFEF, de l'enseignement et bien sûr ainsi que des proches collaborateurs du ministre ont pris part au lancement de cet important atelier. Une trentaine de participants, dont des formateurs du CFEF, des concepteurs des manuels scolaires du CRIPEN ainsi que le directeur d'école ont pris part donc à la session de formation de 3 jours dispensée par Adel Ben Taziri, expert international. A noter que cette formation s'inscrit donc dans le cadre des efforts continus du MENFOP pour promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement afin d'améliorer la qualité grâce à l'accès à des ressources libres. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah, a exprimé donc ses sincères remerciements à l'UNESCO pour son appui constant dans le domaine de formation. Il a insisté également que cette formation vise à accroître et renforcer le développement des contenus pédagogiques numériques. Enfin, le secrétaire général a encouragé les participants à tirer profit de cette formation. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Au Burkina Faso, donc, le Conseil de sécurité de l'ONU a bouclé donc à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, sa visite dans le Sahel, une force conjointe formée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de Mauritanie qui doit lancer sa première opération à la fin du mois. Effectivement, donc comme vous le dites, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont bouclé donc à Ouagadougou une visite dans le Sahel qualifiée d'utile par la France dans la perspective du lancement de la force anti-djihadiste dénommée Force du G5 Sahel. À l'initiative donc de la France qui préside en octobre le Conseil de sécurité, les ambassadeurs des 15 pays siégeant au Conseil ont visité depuis jeudi le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso. Ils devaient donc repartir pour New York dimanche soir. Cette force conjointe doit être formée de soldats au Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Elle doit lancer sa première opération la fin de ce mois face à la dégradation de la situation dans ce pays, donc limitrophe du Burkina Faso et du Niger, gagné à leur tour par les violences djihadistes. Le G5 réactive donc en février à Bamako ce projet de force régionale conjointe initialement lancé en novembre 2015. Dans un rapport Ahmed remis le 16 de ce mois, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a recommandé une aide internationale accrue à cette force dont le financement n'est pas encore garanti. Et enfin, en Italie, un vent de fronde touche aussi le pays. Les autonomistes en Vénétie et Lombardie ont organisé donc un scrutin consultatif pour réclamer plus d'autonomie face au gouvernement de Rome. Oui, Ahmed, rien à voir donc avec le référendum en Catalogne. Les riches régions italiennes, la Vénétie et la Lombardie ont voté une écrasante majorité en faveur d'une grande autonomie avec une participation suffisamment importante pour leur donner un pouvoir de négociation face à Rome. Ce scrutin consultatif avait pris une teinte particulière après le vote d'autodétermination de la Catalogne, même si ses organisateurs ont répété hier soir que leur démarche restait pleinement dans le cadre de l'unité italienne. Selon les chiffres quasi définitifs, les électeurs ont voté à 95% en faveur du oui en Lombardie et 98% en Vénétie. La participation était-elle respectivement quelques 40 et 57%. Les électeurs devant donc dire s'ils souhaitent que leur région dispose d'une forme supplémentaire et conditions particulières d'autonomie selon la formule inscrite dans la Constitution. Donc selon cette formule, la nature et l'ampleur de cette autonomie doivent désormais être négociées avec Rome puis validées par le Parlement. Merci Fardous pour toutes ces précisions et explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.